Le 1er décembre 1978, à Anaheim, en Californie, aux États-Unis, dans un appartement d'une zone résidentielle calme, une jeune femme ne répond plus. Son petit ami, inquiet, frappe à la porte, mais rien. Il force l'entrée. Ce qu'il trouve de l'autre côté ne le quittera jamais. Le silence d'abord, puis une odeur métallique, la vue d'une forme inerte au sol. Le visage de celle qu'il aimait est méconnaissable. Quand les policiers arrivent sur les lieux, ils comprennent immédiatement qu'ils ne sont pas devant un simple cambriolage qui a mal tourné. Un quartier tranquille, une victime sans ennemi, un crime qui n'a pas de sens. Ce n'est pas un acte de colère, c'est autre chose. Quelque chose de plus froid, plus méthodique. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette nuit-là marque le début d'une série. Une série qui allait plonger le comté d'Orange dans une période de peur et d'incompréhension. Car ce qui s'est passé dans cet appartement n'était pas un accident, c'était une signature. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante, mais bien réelle, du tueur en série, Gerald Parker. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Gerald Parker voit le jour en 1955, à Phoenix, en Arizona. Il est l'un des 10 enfants d'une famille pauvre, fatigué, usé par la vie. Son père, un homme dur et taiseux, travaille par intermittence dans la construction. Sa mère, Frankie Wagner Parker, s'occupe des enfants, tentant de maintenir une forme de calme dans un foyer où les cris des plus jeunes ne s'arrêtent jamais. Gerald est un enfant silencieux. Il ne sourit pas souvent, il observe, il écoute parfois. Il passe des heures assis sur le seuil de la maison à regarder les voitures passer sur la route chaude et poussiéreuse qui traverse le quartier. Les autres enfants jouent, lui reste à distance. Il ne sait pas encore pourquoi, mais il se souviendra plus tard de ces jours comme d'une période de lumière douce, juste avant que tout ne s'éteigne. En 1963, alors qu'il n'a que 8 ans, sa mère meurt en couche. Elle donnait naissance à son 10e enfant. Gerald ne comprend pas ce qui se passe. Il entend des adultes crier, le médecin courir, puis le silence. Le lendemain, il ne revoit plus jamais sa mère. Cette mort laisse un vide immense. Leur père, incapable de faire face, part quelques semaines plus tard. Il abandonne les enfants à eux-mêmes. Gerald est alors envoyé chez sa grand-mère maternelle. Elle fait ce qu'elle peut, mais la vie avec un enfant comme lui n'est pas simple. Il commence à changer. À l'école, il reste en retrait, fixe les autres, répond peu. À la maison, il passe son temps à démonter les objets, à les casser, à les remonter, juste pour voir comment ils fonctionnent. Quelques mois après la mort de sa mère, il commence à sentir un besoin nouveau, celui de s'évader. Il trouve la solution dans une boîte de colle industrielle. À 8 ans, il commence à inhaler des solvants. La première fois, il ne sait pas ce qu'il fait, mais le flux chaud dans son crâne, la distorsion du monde autour de lui donne une sensation qu'il n'oublie pas. Il est arrêté une première fois peu après et envoyé dans un centre pour jeunes délinquants. Il y reste quelques semaines, assez pour comprendre que derrière les portes de l'autorité, il n'y a pas de protection. Il en ressort encore plus fermé, plus méfiant. Après sa sortie, il est placé chez sa tante, Florence Russell, dans le quartier de Logan Heights, à San Diego. Là-bas, l'ambiance est différente. Les rues sont vivantes, bruyantes, pleines de dangers. Gerald grandit parmi les bagarres, les petits larcins, les voisins qui s'enivrent le soir sur les porches. Florence fait ce qu'elle peut pour le tenir, mais il commence à s'échapper. À 12 ans, il fume. À 13, il boit. À 14, il teste des substances. Les années passent et il ne reste plus grand-chose de l'enfant silencieux qu'il était. Ses maîtres d'école parlent d'un garçon qui regarde sans regarder. Il ne sourit plus, il ne parle presque pas. Mais parfois, il rit pour des choses que les autres ne trouvent pas drôles. Ses démangeaisons mentales s'intensifient. Il dit à un camarade qu'il entend parfois des voix. Personne ne le croit.
En 1970, à 15 ans, il est envoyé à l'institution Boys Republic à Chino, en Californie, un établissement pour les jeunes en difficulté. C'est là qu'il passe son adolescence. Il y obtient même une petite récompense pour sa discipline et son travail dans la cuisine. Un miracle temporaire. Il y donne l'impression de se stabiliser, mais la dépendance reste tapie. Il continue à s'intoxiquer en secret, à rêver d'un autre monde. Les éducateurs le trouvent calme, trop calme. Ils disent qu'il ne montre aucune colère, aucune joie, aucune empathie, juste une surface lisse. Personne ne voit la fissure dessous. Cette enfance est celle d'un enfant sans repère, qui apprend à survivre dans le vide. Chaque perte renforce son détachement, chaque déception creuse sa froideur. L'histoire de Gerald Parker ne commence pas avec le mal, elle commence avec l'absence. Nous sommes en 1973. Gerald a 18 ans. Il sort du Boys Republic sans diplôme. Il ne sait pas ce qu'il va faire, mais il sait ce qu'il ne veut plus être. Un échec. Il regarde autour de lui et voit ses amis partir en prison, d'autres disparaître dans les substances. Lui, il veut fuir. Il cherche un cadre, une autorité, quelque chose qui l'empêche de s'écrouler. Alors il fait un choix. Il s'engage dans les Marines. Pour beaucoup, c'est un acte de courage. Pour lui, c'est une fugue. Il veut la discipline, le bruit des bottes, la structure qu'il n'a jamais eue. Il croit que l'uniforme le sauvera de lui-même. À San Diego, pendant l'entraînement de base, il découvre la rigueur, la soumission, le déni de soi. Il obéit, il se fond dans le groupe, il fait ce qu'on lui dit. Il est bon soldat, trop bon peut-être. Ses supérieurs le trouvent docile, précis, méticuleux. Il ne se plaint jamais, il fait ce qu'on lui ordonne. Il n'est plus un enfant errant, il est une machine qui apprend à ne rien ressentir. Après sa formation, il est envoyé à Camp Pendleton, puis à la base navale d'Adak, en Alaska. Le climat y est dur, hostile, les nuits sont longues, les silences glacés. Là-bas, il travaille comme garde de caserne. Son job, surveiller, rapporter, punir. Il se plaît dans l'autorité, dans la possibilité de contrôler les autres. Pour la première fois de sa vie, il se sent quelqu'un. Mais à l'intérieur, rien n'est préparé. Les manques de l'enfance restent là, enfouis, et grandissent. Il recommence à boire. Loin de tout, il trouve dans l'alcool le même vide que dans la colle de son enfance. Les marines lui donnent des règles, mais pas de repères. Il voit les autres soldats écrire à leur famille. Lui, il n'a personne. Il ne reçoit pas de lettres. Il ne sait pas qui il est en dehors de l'uniforme. Quand il est transféré en Caroline du Nord, puis au Mississippi, les mots recommencent. Il se bagarre, il s'isole. Il parle parfois à ses officiers d'une colère qu'il ne comprend pas. Une colère qui vient, qui part, qui le ronge. On lui dit de tenir, de se concentrer. En 1975, il est enfin stationné en Californie, à la base de Tustin, dans le comté d'Orange. Il est alors sergent, fiable, respecté. Il porte son uniforme comme une armure, mais sous cette surface règne une autre guerre. Gerald commence à rêver de choses qu'il ne devrait pas, des images qui le réveillent la nuit, des idées qu'il ne peut plus éloigner. Il n'en parle à personne, il gardera ses pensées pour lui, comme une seconde vie secrète. Le monde le voit comme un soldat exemplaire. Pourtant, même sous l'uniforme, il reste cette voix, celle qui murmure qu'il ne sera jamais comme les autres. En 1977, alors qu'il est toujours en service dans le comté d'Orange, Gerald Parker commence à dériver. Il boit plus souvent, disparaît des nuits entières, prétendant être en patrouille ou en mission. En réalité, il marche seul dans les rues résidentielles, en observant les fenêtres. Il regarde les gens vivre, les couples, les familles, ce qu'il n'a jamais eu, ce qu'il ne comprend pas. Il ressent une montée de haine et de fascination mêlées. Chaque maison est une vitrine de ce qui lui est interdit. Chaque femme qu'il voit lui rappelle qu'il n'a jamais appris à aimer. Il tente de se maîtriser, mais l'alcool, les solvants reprennent leur place. Il se sent à nouveau comme l'enfant qui fixait la route poussiéreuse de Phoenix, spectateur d'un monde qui ne lui appartient pas. En 1978, il connaît un premier déclic. Une collègue de la base le rejette après une proposition maladroite.
Il sourit devant elle, mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Ce rejet fait remonter tout ce qu'il avait enfoui. La mort de sa mère, l'abandon, le désir d'être vu, reconnu, même par la peur. Il commence à penser que la souffrance des autres peut calmer la sienne. Ses pensées grandissent en silence. Il n'est plus seulement en guerre contre le monde, il est en guerre contre lui-même. Il passe ses nuits à conduire, sans but, dans les rues de Costa Mesa et d'Anaheim. Il observe les portes mal fermées, les lumières qui s'éteignent. Il se rend compte qu'il pourrait entrer, qu'il pourrait prendre ce qu'il veut. Cette pensée ne le quitte plus. Elle le rassure, l'apaise, l'endort. Et finalement, ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Nous sommes maintenant le 1er décembre 1978. Une nuit tranquille dans la ville d'Anaheim, en Californie. Les voitures sont rangées dans les allées, les maisons s'assomment dans le silence habituel des banlieues américaines. Au rez-de-chaussée d'un petit immeuble résidentiel, une jeune femme de 17 ans termine une conversation avec une amie au téléphone. Elle s'appelle Sandra Fry. Elle est jeune, dynamique, curieuse de la vie. Elle travaille à temps partiel dans une boutique du centre commercial et économise pour aller à l'université. Ce soir-là, elle n'attend personne. Elle ferme sa porte, éteint les lumières et va se coucher. Dans la rue, une voiture passe lentement. Au volant, Gerald Parker. Il observe l'immeuble, immobile, les phares coupés. Il sait exactement ce qu'il cherche. Une fenêtre ouverte, une opportunité. Il en trouve une. Il avance, respirant à peine. La fenêtre coulissante n'est pas fermée. Il entre comme une ombre. À l'intérieur, il entend la respiration régulière de la jeune femme endormie. Il reste là un instant à regarder, immobile. Il ne pense plus à rien. Il agit ensuite avec un calme terrifiant, puis s'en va. Ce n'est que plus tard, lorsque son petit ami ouvre la porte, que l'horreur est découverte. Le visage de Sandra méconnaissable, son corps abandonné au sol. La police arrive vite, les agents observent la scène en silence. Aucune effraction, aucun témoin, aucun motif. Pour eux, c'est une énigme. Pour Gerald, c'est une première libération. Pendant les semaines qui suivent, il continue sa vie de marine comme si de rien n'était. Il travaille, salue ses supérieurs, va boire avec ses collègues. Personne ne remarque rien. À l'intérieur, cependant, quelque chose a changé. Il se sent calme. Il croit avoir trouvé ce qu'il cherchait, un moyen de faire taire les voix. Mais le silence ne dure pas. Il sait qu'il recommencera. Il attend juste le prochain signe. Nous sommes maintenant le 1er avril 1979, 4 mois seulement après le premier meurtre. Le printemps s'installe sur la Californie, mais à Costa Mesa, l'air reste étrangement lourd, électrique, comme chargé d'une présence invisible. Dans un petit appartement de la Fairview Road, une jeune femme de 21 ans termine sa journée. Elle s'appelle Kimberly Rawlins. Elle est étudiante, travaille à temps partiel dans une boutique et vit avec une amie. Son univers est simple, calme, rempli de musique, de notes de cours et de rêves de voyage. Ce soir-là, sa colocataire sort pour la nuit. Kimberly reste seule, regarde un film et se prépare à dormir. Elle ne verrouille pas la porte d'entrée, une habitude dans un quartier où l'on croit être en sécurité. À quelques rues de là, Gerald patrouille dans sa voiture. Il n'a pas choisi cette maison par hasard. Il connaît le rythme de la nuit, les moments de calme, les rues peu éclairées. Il coupe le moteur, marche lentement jusqu'à la porte, essaye la poignée, elle cède. L'intérieur est plongé dans l'ombre. Il entend le bruit d'une télévision au loin. Il avance sans hésiter, comme s'il avait répété cette scène 100 fois dans sa tête. Il entre dans la chambre. Kimberly dort. Il reste un instant à l'observer, sentant l'adrénaline lui monter à la tête. Puis il agit, vite, méthodiquement. Il ne parle pas, il ne hurle pas. Seulement le bruit sourd des coups qui se succèdent. Quand il ressort, la maison est redevenue silencieuse. Rien ne laisse deviner que quelque chose vient de se produire. 4 heures plus tard, la colocataire de Kimberly rentre chez elle. Elle appelle son nom, pousse la porte de sa chambre. Ce qu'elle découvre la fait hurler. Les policiers arrivent peu après. Ils découvrent le corps de la jeune femme, son peignoir entrouvert,
son visage marqué par la violence. La scène est étrange. Pas de vol, pas de lutte. Un mal inexpliqué. Sur les lieux, les experts relèvent des traces biologiques, des fluides qui seront conservés, mais dont la technologie de l'époque ne permet pas encore de révéler l'identité. De son côté, Gérald marche toujours libre. Il travaille, il rit, il dîne avec ses collègues de la base, comme si de rien n'était. Nous sommes maintenant le 15 septembre 1979. La nuit est calme à Costa Mesa. Les voisins dorment, les rues sont vides. Au fond d'un lotissement tranquille, une maison reste à demi éclairée. À l'intérieur, une femme termine sa journée. Elle s'appelle Maroline Carleton. Elle a 31 ans. Elle travaille dans un service administratif d'une entreprise locale et élève seule son fils de 9 ans. Ce soir-là, elle couche son enfant, répond à quelques courriers et s'éteint peu à peu dans le silence de sa maison. Dehors, Gérald observe. Il connaît les lieux. Il sait qu'il n'y a pas de voisin immédiat sur le côté. La porte coulissante du salon est légèrement ouverte pour laisser passer l'air. Il n'a pas besoin d'effraction. Il avance doucement, faisant glisser le verre sans bruit. La maison est plongée dans la pénombre. Il entend le bruit d'un enfant qui dort dans une pièce voisine. Il s'arrête un instant, puis il continue. Il rejoint la chambre de la femme. Elle se réveille à peine, désorientée, l'ombre d'un homme au-dessus d'elle. Elle tente de se débattre, d'appeler à l'aide, mais il la fait taire, avec une violence froide. Le bruit des coups résonne, l'enfant finit par se réveiller. Il sort de sa chambre, apparaît dans l'encadrement de la porte. Il voit l'horreur sans la comprendre. Le visage de sa mère, l'homme qui se retourne, son regard glacial. Gérald ne dit rien. Il regarde l'enfant, un regard qui ne contient ni peur ni pitié. Puis il s'éloigne, laissant derrière lui une scène de silence et de désordre. Le petit garçon reste immobile, paralysé, avant de courir chercher de l'aide. Les voisins appellent la police. Maroline est transportée à l'hôpital dans un état critique. Elle succombera le lendemain à ses blessures. Son fils, traumatisé, décrira à la police un homme grand, portant des vêtements foncés, au regard vide. Cette description, la première venue d'un témoin direct, ne mènera à rien. À l'époque, la police ne sait pas encore qu'elle poursuit le même homme qui frappera à nouveau dans les semaines suivantes. Pour Gérald, ce meurtre marque une étape, le moment où il ne craint plus d'être vu. Il a regardé un enfant dans les yeux et n'a rien ressenti. Nous sommes maintenant le 30 septembre 1979, dans la ville de Tustin. Dans un petit appartement de la First Street, une jeune femme termine sa journée. Elle s'appelle Diana Green. Elle a 20 ans, travaille comme infirmière et attend son premier enfant. 9 mois de grossesse, elle doit accoucher d'un jour à l'autre. Son mari, Kevin, est sorti faire quelques courses ce soir-là. Diana reste seule, fatiguée mais apaisée. Elle regarde la télévision, éteint les lumières une à une et s'endort sur le canapé. Elle ne sait pas que quelqu'un est dehors, à quelques mètres seulement. Gérald n'a pas choisi cet endroit par hasard. Il a vu la femme quelques jours plus tôt en sortant de sa voiture. Son ventre rond, son sourire. Il ne comprend pas pourquoi cette image l'obsède, mais elle lui reste. Ce soir-là, il revient, il coupe le moteur, marche jusqu'à la porte. Elle n'est pas verrouillée. Il entre, l'appartement est faiblement éclairé par la lumière du réverbère à travers les stores. Il sent l'odeur d'un ménage récent, l'odeur d'une vie simple et ordinaire. Diana dort, son corps à demi recouvert par une couverture. Gérald s'approche d'elle avec cette même méthode froide, le geste habituel, presque rituel. Il ne pense pas à ce qu'il fait. Il la frappe avec une violence maîtrisée, des coups secs, ciblés, mécaniques. Il ne dit rien, il ne regarde pas son visage, seulement les mouvements, les réactions du corps qui se détend soudain. Le silence revient, il l'observe un instant immobile, comme fasciné par sa propre œuvre. Puis il s'en va, laissant la porte entr'ouverte derrière lui. Quand les policiers arriveront plus tard, prévenus par le mari de retour de course, ils trouveront la jeune femme inconsciente, le visage déformé, une blessure profonde au front. Elle ne répond à aucun stimulus. Dans les jours qui suivront, elle restera entre la vie et la mort, son enfant encore en elle. Puis au bout de quelques jours, elle se réveille et parle. Peu de temps après l'agression de Diana,
Les voisins sont réveillés par les sirènes. Les allées du quartier sont bloquées. Les policiers prennent des photos. Les médecins s'activent. Diana Green est toujours en vie, mais son état est critique. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital de Santa Ana. Là, les médecins découvrent une blessure crânienne profonde. Mais contre toute attente, elle survit. Son enfant, lui, ne naîtra pas vivant. L'équipe médicale pratique une césarienne d'urgence. Le bébé, une petite fille nommée Chantal Marie Green, naît sans vie. Les services de police de Tustin lancent alors une enquête. Les enquêteurs, face à la violence des faits, cherchent un suspect. Tout semble indiquer un conflit domestique. Le mari, Kevin Green, est rapidement interrogé. Il raconte qu'il était sorti faire des courses ce soir-là, qu'il a trouvé la porte d'entrée entr'ouverte à son retour, et qu'il a immédiatement appelé à l'aide. Mais les policiers ne croient pas à cette version. Pour eux, c'est trop simple. Aucune effraction, aucune trace d'intrusion. Le coupable est forcément celui qui avait les clés. Les agents le mettent sous pression, l'accusent de mentir, de chercher à couvrir sa colère. Kevin Green nie, il supplie, pleure, répète qu'il aime sa femme, mais son histoire ne tient pas face à l'opinion des enquêteurs. Ils pensent avoir trouvé leur homme. Lorsque Diana se réveille, elle ne se souvient de rien, pas de l'agression, pas du visage de son bourreau. Les psychiatres parlent d'un choc post-traumatique sévère, mais la police ne voit là qu'une confirmation de plus. Une femme qui ne se souvient de rien, un mari en colère, un foyer en crise. Alors, dans le vide de sa mémoire, les enquêteurs plantent une idée. Ils lui suggèrent ce qui aurait pu se passer, lui racontent qu'il y a eu une dispute, qu'il l'aurait frappé. Diana finit par l'accepter, elle finit par le croire. Elle pense que son esprit a bloqué le souvenir. Plus tard, lors du procès, elle témoigne, brisée, convaincue que celui qu'elle a aimé a failli la tuer. Les jurés la regardent, émus. Kevin Green, lui, est condamné à la réclusion à perpétuité. Il n'a que 25 ans. Il part en prison en criant son innocence, tandis que sa femme tente de reconstruire une vie autour d'un trou de mémoire. Personne ne doute du verdict. L'affaire est close pour la police. Justice a été rendue. Pour Gerald, c'est la confirmation que ses actes sont justes. Les semaines suivant l'agression de Diana plongent le comté d'Orange dans une série de drames identiques. Nous sommes le 6 octobre 1979, dans un immeuble calme de Tustin. Une jeune femme de 24 ans, Deborah Kennedy, s'endort sur son canapé après une longue journée de travail. Dehors, la rue est vide. Un homme marche, un maillet à la main. Il s'arrête devant l'appartement, observe les fenêtres, les lumières, les ombres qui se dessinent derrière les rideaux. Il repère une ouverture, il entre par la fenêtre de la chambre. Il s'approche, regarde le visage de la femme qui dort, puis il frappe. Un seul geste précis, froid, puis un autre, et encore un. Le maillet s'abat avec méthode, sans un mot. Le corps s'immobilise, le reste se déroule dans le même rituel clinique. Puis Gerald rentre chez lui. 14 jours plus tard, le 20 octobre 1979, il recommence, cette fois aussi à Tustin. Il se fait passer pour un jogger, observe les appartements, choisit celui qui lui semble vide. À l'intérieur vit une jeune fille de 17 ans, Debra Lynn Senior. Elle est étudiante, pleine de projets, et ne se doute pas qu'elle est devenue une cible. Il attend le bon moment, monte les marches, entre par la fenêtre de la salle de bain, puis il frappe à plusieurs reprises, avec une force qui semble surhumaine. Lorsque la colocataire rentre chez elle, elle trouve l'appartement plongé dans la pénombre, la porte de la chambre entr'ouverte. La police arrive peu après, mais il est déjà trop tard. Debra est morte sur place. En moins d'un mois, Gerald a détruit 2 vies supplémentaires, toujours avec le même calme, la même maîtrise. Et dans chaque scène, un détail qui revient. Aucun vol, aucune colère, juste une présence froide et une méthode parfaite. À ce stade, rien ne semble pouvoir arrêter Gerald. Mais bientôt, un événement allait venir rebattre les cartes. Le 2 février 1980, la nuit est fraîche à Costa Mesa. Dans le parking d'un immeuble résidentiel, les lumières vacillent par intermittence. Une jeune femme nommée Aïda Demirjian rentre chez elle après une longue journée de travail. Elle descend de sa voiture, verrouille les portières et commence à marcher vers l'entrée de l'immeuble. Elle n'entend pas les pas derrière elle.
En quelques secondes, une ombre s'abat sur elle. Gérald la frappe à plusieurs reprises avec un tuyau métallique. Elle tente de se protéger la tête. Il la tire au sol, la traîne sur plusieurs mètres, lui arrache son collier et fouille dans son sac. Puis il s'arrête, comme figé. Un bruit de voix, un témoin. De l'autre côté de la rue, un homme le voit, l'interpelle. Gérald se redresse et s'enfuit. Aïda, blessée, réussit à se relever. Elle titube et frappe à la porte du concierge avant de s'écrouler. Les ambulanciers arrivent peu après. À quelques rues de là, une voiture de police croise un homme en train de marcher rapidement, le regard fixe, les mains et le pantalon tachés. L'agent freine, descend et lui demande ses papiers. L'homme s'exécute calmement. Sa voix est neutre, ses gestes contrôlés. Il présente sa carte d'identité des Marines. L'officier lui demande où il allait, pourquoi il est si pressé. Gérald ne répond pas. Son calme froid déstabilise les agents. Un autre policier retrouve à quelques mètres de là un tuyau métallique de 20 cm de long et un collier en or à proximité. Le témoin rappelé sur place confirme. C'est bien lui l'agresseur de la jeune femme. Il reconnaît le visage, la carrure, le regard. Gérald est placé en garde à vue. Il ne résiste pas. Les agents notent sa tranquillité, sa politesse. Aucun signe d'ivresse. En octobre 1980, il est reconnu coupable de vol et de voies de fait aggravées sur Aïda Demirjian et il est condamné à 6 ans de prison. L'affaire ne fait pas la une des journaux, un simple fait divers parmi d'autres. Personne ne sait encore que l'homme qui entre dans sa cellule ce jour-là est l'un des plus redoutables prédateurs que la Californie ait connu. Et que, de là où il est, la justice croira avoir triomphé, alors qu'elle vient de laisser échapper l'essentiel. Gérald entre en prison en 1980 comme un homme calme et discipliné. Il suit les règles, participe au programme de réinsertion et gagne la confiance du personnel. Pour les gardiens, c'est un détenu exemplaire. Il ne parle pas de son passé, ne cherche pas les conflits. Mais ce calme ne durera pas longtemps. Les mêmes mécanismes qui l'ont rendu dangereux dehors commencent à se reconstruire entre les murs de la prison. Il n'a plus de femmes à observer, plus de portes à forcer, mais la même rage sommeille. Elle grandit jour après jour. Le 14 février 1984, cette carapace se fissure. Ce soir-là, à l'établissement correctionnel de Californie, dans le comté de Kern, son codétenu, David Furtado, dort sur son lit dans la petite cellule qu'il partage. Au milieu de la nuit, Gérald se lève, saisit un morceau d'acier arraché d'un cadre de lit et le frappe. Les coups s'abattent avec une précision mécanique, comme celle d'un homme qui ne cherche ni à défendre, ni à tuer, mais à satisfaire un besoin. Quand l'agent pénitentiaire entre dans la cellule, il trouve Furtado au sol. Gérald se tient à côté, calme, le regard vide. Il ne résiste pas, il laisse les gardiens le menotter et l'emmener sans un mot. Furtado survit, mais doit recevoir de nombreux points de suture et reste à l'hôpital pendant 1 semaine. Le 1er juin 1984, la Cour supérieure du comté de Kern déclare Gérald coupable d'agression avec arme mortelle et sa peine est prolongée de plusieurs années. Il reste dans le même univers carcéral, sous une surveillance renforcée. Pour les autorités, ce n'est qu'un incident de plus, un détenu qui craque après trop d'années d'isolement. Mais pour Gérald, c'est autre chose. C'est un rappel, une preuve qu'il n'a jamais changé. Que l'uniforme, les murs, les peines, rien de tout cela n'avait jamais guéri ce qui était cassé en lui. Le mal reste intact, enfoui sous la surface. Les années s'étirent comme une peine silencieuse. Derrière les murs de la prison, Gérald vit loin du monde, loin des mémoires. Il n'est plus qu'un détenu parmi d'autres. Dehors, le temps continue sa course. Les maisons où il a frappé sont repeintes, les fenêtres remplacées, les familles déménagent, les journaux oublient. Les dossiers des bedroom murders prennent la poussière sur les étagères du comté d'Orange. Les photos des femmes, leurs noms, leurs histoires, ne sont plus que des archives jaunies. Des affaires sans piste, des cold cases. Et puis, un jour, le passé se réveille. Nous sommes en 1996. Une nouvelle équipe d'enquêteurs reprend les vieilles affaires des années 70. Parmi elles, un détail. Des échantillons biologiques conservés dans les affaires Kimberly Rawlins et Diana Green. À l'époque, ces preuves étaient inexploitables.
Mais la science, elle, a avancé. L'ADN n'est plus une idée, c'est une arme. Les techniciens rouvrent les sacs de preuves, coupent les scellés, prélèvent les échantillons. Ils font tourner les machines dans le silence du laboratoire. Le passé reprend forme. Sur l'écran, une signature génétique apparaît. Claire, nette, unique. Les enquêteurs lancent une comparaison avec les bases de données de l'État. Le résultat tombe. Le profil correspond à un détenu encore incarcéré. Gerald Parker. L'homme arrêté 16 ans plus tôt pour une agression dans un parking. Les policiers qui le connaissent depuis des années n'y croient pas. Pour eux, le nouveau Gerald était poli, calme, efficace dans son travail à l'atelier. Jamais une menace, jamais un mot de trop. Mais l'ADN ne ment pas. Il lie son nom à celui de 5 femmes, 5 scènes, 5 nuits où la mort a frappé. Les enquêteurs se rendent à la prison. Ils le font s'asseoir dans une salle froide. Des murs gris, une table, un micro. L'un d'eux lui lit les résultats, lui dit les noms, les dates, les endroits. Gerald écoute, immobile. Puis il lève les yeux, son regard est vide. Il ne nie pas, il ne supplie pas, il dit seulement « c'est moi ». Il raconte alors tout, les maisons, les femmes, les noms, les coups. Il détaille les scènes comme s'il y était encore. Les policiers écoutent. Certains sortent de la pièce, d'autres restent figés, incapables de croire que l'homme devant eux est celui qui a fait ça. En quelques semaines, l'ADN relie Gerald Parker à 5 meurtres de femmes et à un décès de nouveau-né, commis entre 1978 et 1979. Le bedroom basher, comme l'avait baptisé la presse, a enfin un visage. Dans une autre prison, à quelques kilomètres de là, un homme entend la nouvelle. Il s'appelle Kevin Green. Il a passé 17 ans enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. Quand on lui annonce que le vrai coupable a été trouvé, il reste longtemps silencieux. Puis il dit d'une voix éteinte « Je vous l'avais dit depuis le premier jour ». Après 17 années d'injustice, il sortira libre, mais il ne sera jamais le même. Le procès de Gerald Parker s'ouvre en 1998 dans le comté d'Orange. Le monde découvre enfin le visage du bedroom basher. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est étrange. Il n'y a pas de monstre devant les jurés, pas de regard fou, juste un homme ordinaire, silencieux, le regard fixe. Il écoute les témoins, les experts, les procureurs qui décrivent une à une les scènes de ses crimes. Il ne réagit pas. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond froidement qu'il ne sait pas, qu'il n'avait plus le contrôle. Le procureur parle de lui comme d'un prédateur. L'avocat de la défense, lui, tente d'évoquer une enfance traumatisée, une mère absente, un père fantôme, des années d'errance. Mais rien ne peut atténuer l'horreur des faits. Après des semaines de délibération, le verdict tombe. Coupable de 6 meurtres avec circonstances aggravantes. Le 16 janvier 1999, la cour le condamne à mort. Lorsque le juge lui demande s'il a quelque chose à déclarer, il reste muet. Pas de larmes, pas de mots. Il est transporté à la prison d'État de Saint-Quentin, dans l'aile des condamnés à mort, où il réside encore aujourd'hui à la sortie de cette vidéo. Son dernier regard lorsqu'il quitte la salle est celui d'un homme qui sait qu'il ne reverra plus le ciel. Et pour la première fois, la justice du comté d'Orange peut respirer. Le monstre de l'ombre a enfin un nom, et son silence a enfin un prix. Voici donc la terrifiante histoire de Gerald Parker. Un homme né dans le chaos, marqué par l'abandon, élevé entre la violence et le silence. Un homme qui a trouvé dans l'uniforme des Marines non pas une rédemption, mais un cadre idéal pour cacher ses pulsions. Entre 1978 et 1979, il a frappé 6 fois, toujours de nuit, toujours avec la même froideur, laissant derrière lui des vies brisées, des familles détruites et une justice aveuglée par ses propres certitudes. Pendant près de 2 décennies, il a été un fantôme, un nom sans visage, une ombre sans bruit. Et pendant ce temps, un homme innocent, Kevin Green, croupissait en prison pour l'un de ses crimes. Il aura fallu l'avènement de la science et la froide logique de l'ADN pour que la vérité émerge des ténèbres. En 1999, la justice a enfin prononcé sa peine, la mort. Aujourd'hui encore, Gerald Parker attend son exécution dans le couloir de la mort à Saint-Quentin. Il ne s'est jamais excusé, jamais repenti. Il parle peu,
Il regarde, il écoute, comme s'il observait encore, comme s'il attendait. Un homme ordinaire derrière un sourire vide, capable de détruire sans un bruit. Un prédateur que la société a mis près de 20 ans à nommer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi sombres, froides et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.